René, s'il te plaît, tu passes la pâte brisée pour faire les 4 quarts. Hein, on va les mouler là. Hein. D'accord? Pour un petit artisan, la recette du succès est toujours la même. Ce pâtissier est à pied d'œuvre dès 3h30 le matin et ne décroche pas avant 15h. Alors les secrets de fabrication, ça se donne de chef à chef. Et jamais à quelqu'un qui n'a pas la profession. Essaye de casser les œufs comme on t'a appris à l'école. Depuis 2 ans, Samuel Godard travaille avec Colipéi qui exporte 10% de sa production, gâteaux coco, macarons et autres recettes traditionnelles. Ça s'appelle donc Robinson, c'est un gâteau local. On va mettre donc la confiture qui est une confiture locale de goyave avant donc de rajouter par-dessus la pâte à 4 quarts par elle-même. Tu prends la cuve et puis tu vas terminer le 4 quarts hein, pour faire les Robinsons. Tu as des cornes là-bas, Joseph. Hein, Donc tu essaies de bien me lisser la surface, Joseph. Hein, et puis par la suite, on va donc finir le quadrillage. Hein. Il y a 7 ans, son CAP en poche, Samuel a démarré l'affaire avec quelques milliers de francs. Aujourd'hui, sa pâtisserie livre plus de 100 clients du nord au sud de l'île. On se bat, on essaye donc de livrer un peu les stations-service et les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, avec les avantages mais aussi les inconvénients que cela représente, en sachant que ce sont des personnes qui ne vous payent pas au comptant, en tout cas pas la livraison. Donc il y a des délais de règlement qui sont relativement longs. Et c'est difficile pour une petite entreprise comme la mienne hein, de gérer tout ça, surtout lorsqu'on n'a pas forcément beaucoup de trésorerie. Est-ce qu'on peut dire que vous vous met en danger pratiquement en permanence? Tout à fait, parce qu'on a des fins de mois très difficiles. Et ça génère forcément un certain nombre de dettes, parfois des dettes sociales et aussi des dettes fournisseurs. Donc on essaie de faire traîner tout ça, mais ce n'est pas vraiment une gestion, je dirais, tout à fait saine. Il faut quand même aimer ce métier pour pouvoir l'exercer. Il faut même l'aimer beaucoup, car malgré les nombreuses heures passées à l'ouvrage, l'artisan accumule les dettes sociales et fiscales et remet à demain ses projets d'embauche ou d'investissement. Ok Joseph, je t'ouvre la porte du four. Allez. Alors c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir être, on va dire, automatisé. Avec une machine qui fait ça pour gagner du temps, hein, forcément. Et bon, ça demanderait un certain investissement que pour l'instant, en tout cas, je ne peux pas me permettre. Un rêve aussi, celui de monter un point de vente, car à 35 ans, Samuel est toujours chez ses parents. L'atelier est installé au rez-de-chaussée de la maison familiale. Je me plais bien ici quand même, hein, mais c'est vrai que quelque part, j'aurais peut-être bien voulu avoir un point de vente me permettant d'avoir, je dirais, de l'argent frais. On parle beaucoup des fonds européens, mais pour avoir étudié la chose avec mon expert comptable, c'est un dossier relativement lourd et il faut attendre longtemps avant d'avoir ne serait-ce qu'une réponse. Hein. Non, ça c'est peut-être mieux que la petite défaite. Oh oui, ça a pas mal réussi. Ah ouais? Je vais nouveau dans le biscuit, c'est mieux. Tu trouves? Oui. Ah ouais, bah tant mieux, hein. S'ils sont encore mieux que d'habitude, c'est bien. Bon, ce sera l'heure là. Hein. Allez, je prends ça pour partir. Ok, d'accord. Allez, Oui, bonne journée. À plus tard. allez, à plus tard. Hein. Allez, bye bye. Samuel résume ainsi sa situation, convaincu qu'un emprunt bancaire et une simplification des démarches administratives lui ouvriraient de nouvelles perspectives. S'il arrive à m'automatiser et vraiment rentrer dans le créneau de l'exportation, je pense que vraiment ça pourrait créer pas mal de débouchés pour moi. Ouais. C'est pas évident quoi, de décrocher un prêt. Quoi. Et donc il faut se battre, J'ai vraiment l'impression d'être tout seul et de ne pas être accompagné alors que j'ai quand même une réelle volonté de m'en sortir. Quoi. Qu'est-ce qui pourrait créer le déclic? Simplifier toutes ces démarches qui sont quand même relativement longues et puis que ça aille beaucoup plus vite quoi. Et puis nous faire un peu plus confiance parce que à ce qui paraît on est quand même l'artisanat la première entreprise en France. Allez, Robinson.
Comment Bonjour allez-vous? Monsieur Godard, ça va bien? Ça va? Alors les produits, comment ça se passe? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, le gâteau au coco, Vous êtes satisfaite? ouais, ça va. Ça a plu beaucoup. Par contre, ce qui serait bien, c'est peut-être de tester d'autres parfums, d'autres confitures, parce que les gens sont sans arrêt demandeurs de nouveautés. Tout à fait. Peut-être abricot pays, ce serait peut-être une bonne idée d'essayer. Ça serait bien. Hein? Abricot, ananas. Des fois, je pense qu'on nous reproche, nous Martiniquais ou Antillais, on nous reproche souvent d'être un peu assistés, un peu en attente de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc aujourd'hui, j'estime que on a un rôle à jouer et j'ai en tout cas pour ma part un rôle à jouer dans ce changement de mentalité, dans cette évolution. Dans la qualité d'un rhum, il y a plusieurs étapes. La partie primordiale, c'est quand même le terroir qui joue énormément, la qualité de la matière première. La qualité d'une canne va d'abord être sur sa concentration en sucre et sur son rendement à l'hectare. Et c'est vrai qu'on bénéficie d'un terroir exceptionnel puisqu'on a les cannes les plus riches en sucre de toute l'île. À 32 ans, Grégory Vernant-Nesson dirige la distillerie familiale que son grand-père, ingénieur chimiste, a créée en 1931 au Carvet, sur la côte ouest de l'île. Oui, j'oublie pas, vous en faites pas. Ah non, mais les documents, je vous les ai emmenés. Hein. Ma femme les a donnés à Monsieur Branchet, parce que vous n'étiez pas là. Les 48 hectares de canne à sucre nécessaires à la fabrication du rhum s'étalent au pied de la montagne Pelée. La famille fait d'ailleurs partie des rares descendants de rescapés de la terrible éruption en mai 1902. Comme chaque année, la coupe démarre vers la mi-février. Les coupeurs, venus en grande majorité de l'île voisine de Sainte-Lucie, sont payés à la tonne. Sur les terrains accessibles, la machine a remplacé l'homme. Cette coupeuse, qui coûte la bagatelle de 300 000 €, débite 60 tonnes de canne à l'heure. C'est 60 fois plus qu'à la main et au coutelas. Une fois coupée, la canne est acheminée par camion jusqu'à l'usine pour être dans un premier temps broyée. Ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la première étape. Vous avez toute la partie broyage, acheminement des cannes. La canne arrive dans ce qu'on appelle une table d'alimentation, où elle est déchiquetée dans un coup de canne, où la canne est pressée afin d'en extraire le jus pour pouvoir préparer les fermentations. Pendant la saison de février à novembre, l'usine emploie 40 salariés, tous viennent d'horizons très divers. Ce que j'aime aussi dans cette usine, c'est qu'il y a un melting pot qui est assez intéressant. On a à la fois des gens qui viennent nous donner des conseils du Brésil, on a un petit peu toutes les nationalités. La distillerie possède ses petits secrets de famille, comme cette historique colonne de cuivre. Qui date de 1952, qui a été transformée par mon grand-père, qui est unique, il n'en reste qu'une comme ça sur l'île. Elle est entièrement en cuivre. Bon, elle a d'autres petits secrets, mais ceux-là, je ne vais pas vous les livrer. À l'échelle martiniquaise, la production reste confidentielle, 400 000 bouteilles par an, soit 3% du rhum distillé sur l'île. Une taille modeste, mais qui ne gêne pas Grégory, bien au contraire. Je pense qu'on pourra augmenter la production 15% maximum en maintenant, garantissant une qualité, mais il n'y a pas du tout une volonté de production à outrance, pas du tout. Je pense qu'il y a encore la place pour des petites maisons avec des produits très haut de gamme. C'est une volonté justement de demeurer une entreprise familiale à dimension... On va dire à échelle humaine. Oui, tout à fait. Oui. La marque collectionne les médailles au concours agricole et décline les propositions de rachat des grands groupes. Mais avec sa petite taille et la concurrence des rhums sud-américains, les marges sont faibles. Pour équilibrer ses comptes, Nesson joue donc à fond la carte des aides européennes. Pour l'instant, à moyen terme, je pense que les conditions de survie, c'est d'abord, bien entendu, le soutien de l'Europe, qui nous a permis de remettre cette distillerie à flot. On n'aurait pas pu, il faut être très franc, pérenniser cette entreprise sans les fonds européens. Dans cette usine, un tiers des investissements réalisés chaque année provient en effet de l'Europe au titre de l'aide aux territoires éloignés. Des démarches essentielles mais très complexes et contraignantes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai parcours du combattant pour monter un dossier. Ça, par exemple, c'est un dossier d'investissement. C'est pour une petite entreprise, c'est impossible à faire. C'est plus qu'un travail à plein temps. Vous voyez, ça, c'est le dossier avec les différentes aides possibles.
Donc il y a à la fois, c'est vrai, un frein au départ, parce qu'on a l'impression qu'on fait tout pour dégoûter les chefs d'entreprise de monter les dossiers. Et je conçois en fait que des fonds européens puissent repartir ou ne pas être utilisés, parce que des petites entreprises comme celles que vous avez sûrement visitées n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, pas forcément les capacités humaines sur place pour monter ce genre de dossier.